chronique consacrée à la campagne de Russie, à propos de l'ouvrage que vient de faire paraître les éditions Taillandier, collection texto, l'ouvrage de Curtis Cate, C-A-T-E, la campagne de Russie, 22 juin, 14 décembre 1812, un ouvrage qui coûte 12 €. Bien, sujet, c'est le 200e anniversaire de la campagne de Russie. Tout d'abord, les causes de la guerre. Alors, pourquoi Napoléon envahit-il la Russie en 1812 ? La cause principale, c'est les tensions qui se sont accrues depuis 2 ans entre l'empereur des Français et l'empereur de Russie, tension dont la cause essentielle est le fait que la Russie n'applique plus le blocus continental. Alors la France elle-même prend des libertés avec ce blocus en accordant des licences d'importation de produits anglais aux commerçants français. Donc en fait c'est un blocus qui est imposé dans toute sa rigueur aux alliés de la France, mais dont la France s'exonère des aspects les plus rigoureux. Il est bien évident que cela provoque des rébellions, des tensions. Pour les pays complètement dominés comme la Confédération du Rhin ou la Prusse, elle n'a pas trop le choix. Pour l'Autriche, elle n'a plus d'accès à la mer, mais pour la Russie, il est évident qu'elle ne peut pas accepter cette situation. Donc depuis le mariage de Napoléon et de Marie-Louise d'Autriche, les relations avec la Russie se sont distendues, les malentendus se sont accrus, et en 1811, il y a un projet russe qui n'est pas mené à bien, mais un projet russe d'attaque éclair sur la Pologne, le tsar Alexandre se voulant libérateur de la Pologne, et il tente d'ailleurs de convaincre Poniatowski et une partie de la noblesse polonaise de se rallier à lui. Mais les Polonais sont plutôt francophiles. Bien, quel est le contexte diplomatique? Alors, bon, il faut voir un petit peu la situation particulière de l'Europe. Le Grand-Duché de Varsovie a été créé déjà en 1807. Il a été agrandi en 1809 par la prise de territoire à l'Autriche. Il se trouve que l'Empire d'Autriche, néanmoins, a encore des territoires peuplés de Polonais qui sont la Galicie, territoire assez important. Napoléon réussit à obtenir l'alliance autrichienne pour sa campagne contre la Russie, avec l'idée, qui n'est pas formalisée encore clairement, d'un échange éventuel ultérieur entre la Galicie autrichienne, qui rejoindrait la Pologne, en tout cas le Grand-Duché de Varsovie, et en échange, l'Empire d'Autriche récupérait les provinces illyriennes. Bien, donc c'est un petit corps auxiliaire de 30 000 hommes, 30 000 Autrichiens, Napoléon souhaitait plus, qui va participer à la campagne. La Prusse n'a pas beaucoup de choix, elle, bien entendu, est très anti-napoléonienne de sentiment, mais le roi Frédéric Guillaume III est quasiment obligé de constater qu'une attaque éclair de la Russie sur la Pologne et l'Allemagne ne se ferait pas avec des moyens suffisants pour que la Prusse puisse s'y rallier, et elle risquerait ensuite d'être carrément supprimée en cas de victoire napoléonienne, et ça lui apparaît l'hypothèse la plus probable dans le cadre d'une invasion de l'Europe par la Russie, et donc il préfère malgré tout une alliance avec Napoléon qui au moins lui garantit ses États. Il y a toute une ambiguïté sur ce que Napoléon peut apporter à ses alliés, qui sont donc la Prusse et l'Autriche. Somme toute, on voit pas très bien ce que l'Autriche a à gagner en dehors d'un échange entre l'Illyrie et la Galicie, mais c'est pas un progrès réel, puisque somme toute, ce n'est jamais qu'un échange de territoire, donc c'est pas une perspective en soi suffisante pour séduire durablement l'Autriche. Alors Napoléon n'envisage pas, par exemple, ce qui aurait été une solution, une sorte d'accord secret qui donnerait le feu vert
à l'Autriche pour, par exemple, s'agrandir au détriment de l'Empire turc, de l'Empire ottoman. Ça pourrait être une promesse d'un soutien français pour la conquête et le rattachement de la Bosnie-Herzégovine à l'Empire d'Autriche. Mais il n'y a rien de tout cela, puisque Napoléon, en quelque sorte, veut ménager la chèvre et le chou. La Prusse, la question de la Prusse. Alors, la Prusse est tout à fait sous-estimée par Napoléon. Il l'estime totalement écrasée par les victoires de 1806. Il est vrai que la Prusse est réduite à environ 5 millions d'habitants. Elle est occupée pour une bonne part, notamment la capitale Berlin, mais aussi la Silésie en partie, par les troupes françaises, et la Prusse est soumise aussi à une grosse indemnité de guerre, et sera occupée tant qu'elle n'aura pas remboursé cette indemnité, qui précisément est prévue de manière suffisamment élevée pour que l'occupation française dure, si ce n'est indéfiniment, du moins extrêmement longtemps. Voilà quelle est la situation. Alors, ce qui est quand même extrêmement problématique, c'est que Napoléon, en définitive, ne propose aucune perspective réellement motivante à la Prusse. En gros, la politique de Napoléon, c'est de dire à la Prusse, vous êtes mon allié, autrement je vous affaiblis plus encore. Donc c'est évidemment une motivation strictement négative. Je perdrai plus si je ne suis pas avec Napoléon, mais non pas une proposition positive. C'est une grande erreur, car en fait il y avait une carte à jouer, consistant à tourner la Prusse réellement vers l'Est. En d'autres termes, à donner comme perspective d'un éventuel succès de Napoléon contre la Russie, et des alliés de Napoléon contre la Russie, de donner comme perspective les pays baltes à la Prusse. Les pays baltes, ou du moins une partie des pays baltes. Alors, donc Lituanie, Lettonie, Estonie actuelle, mais au minimum, la Lituanie et l'Estonie, pardon, la Lituanie et la Lettonie. Alors, à l'époque, c'est ce qu'on appelait... ça correspondait en fait dans les noms de pays de l'époque, en fait, à la Courlande, plus la Livonie, plus effectivement une partie de la Lituanie. La Lituanie avait été un très grand État, un très grand duché, même plus important que la Pologne, et avait toujours été historiquement allié à la Pologne. Bon, effectivement, il fallait très clairement que Napoléon accepte de rompre avec cette idée d'un grand royaume uni Lituanie-Pologne, parce qu'à ce moment-là, ça faisait un État tellement important que ça déséquilibrait toute l'Europe. Il fallait qu'il garde l'idée, malgré tout, d'une Pologne certainement indépendante, mais d'une Pologne relativement restreinte géographiquement, de façon à ne pas effectivement choquer profondément son allié autrichien avec l'empereur François d'Autriche. Voilà. Et donc, je pense aussi que Napoléon aurait eu intérêt, par rapport à l'Autriche, à lui proposer non pas seulement un échange entre l'Illyrie et entre l'Illyrie et la Galicie, mais aussi de lui proposer de récupérer le Tyrol et voire le Trentin-Haute Adige. Il nous reste un pays sur lequel il faut revenir, c'est tout simplement la Pologne. Bon, Napoléon, donc, fondamentalement, dans cette guerre contre Alexandre, ne veut pas l'abaissement de la Russie, il veut avant tout ramener de force la Russie dans l'alliance. Après lui avoir en quelque sorte infligé une leçon. De ce fait, Napoléon ne joue pas clairement la carte du rétablissement de la Pologne, ce qui est évidemment une grave erreur, car il aurait pu compter sur le soutien massif de la nation polonaise, ce qui au plan militaire était loin d'être négligeable. Il aurait aussi pu tout simplement rétablir la Pologne et avoir une politique défensive en attendant que les Russes essayent de l'attaquer. Alors, quant le rétablissement de la Pologne, sur quelle frontière? Il est évident que pour ne pas inquiéter l'Europe, il eût fallu ne pas trop étendre la Pologne. Pour l'essentiel, à l'est, les frontières orientales, suite au deuxième partage de la Pologne, c'est-à-dire jusqu'à Pinsk, mais avant Minsk, auraient été largement suffisantes. Ce sont les frontières orientales de la Pologne en 1939, d'ailleurs, avant l'invasion germano-soviétique. Il ne fallait surtout pas aller au-delà et créer un État qui aurait inquiété l'équilibre européen. Voilà. Donc, mais là, il y avait vraiment une carte à jouer. Voilà.
Il aurait été souhaitable que la Pologne soit réellement indépendante, confiée par exemple sous forme de monarchie héréditaire à Józef Poniatowski. Le Grand-Duché de Varsovie, dépendant auparavant nominalement du roi de Saxe, allié de Napoléon, il aurait été souhaitable de négocier la sortie de la Silésie du royaume de Prusse sous forme de grand-duché confié au roi de Saxe, mais en compensation, il fallait donner effectivement beaucoup aux Prussiens, c'est-à-dire une guerre offensive limitée de Napoléon sur la Lituanie, donnée à la Prusse sous forme de royaume, par exemple, la Livonie, la Courlande, Riga, très important, donc la Lettonie actuelle, et on peut penser que serait largement compensé la Silésie et que ça aurait pu être accepté par le royaume de Prusse. Voilà. Alors, quant aux aspects militaires, eh bien, les forces russes sont de 300 000 ou 350 000 hommes, et les forces napoléoniennes sont d'environ 600 000. Il faut savoir que en juin, le 22 juin, quand Napoléon passe le Niémen, entre Kaunas et Vilna, quand il s'engage sur la route de Vilna, eh bien, il a donc un corps de bataille sous son commandement direct d'environ 200 000, entre 200 000 et 250 000 hommes. Il a une aile droite de pas loin de 100 000 hommes, c'est plutôt 80 000, hein, avec le prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, le prince vice-roi, et une aile extrême droite commandé par Jérôme, son jeune frère sans expérience, qu'il a fait roi de Westphalie. Voilà, donc grosse erreur quand même de confier des troupes importantes à Eugène, qui a beaucoup de bonne volonté, mais a une expérience militaire assez limitée. Et alors, surtout, la très grosse erreur, c'est de confier l'aile extrême droite, donc d'autant plus importante qu'elle est éloignée de Napoléon et que donc elle aurait besoin d'une conduite très autonome. Et il la confie à Jérôme, qui n'a vraiment aucune expérience militaire, beaucoup moins que Eugène de Beauharnais. Voilà, donc ça c'est une grave erreur, et nous verrons quelles en seront les conséquences dans une prochaine chronique.